Solidarité réécrit l'histoire. Tadeusz Mazowiecki va diriger le premier gouvernement non communiste du bloc soviétique. Moscou prend acte et parle de son futur partenaire. Les infirmières en pleine crise de vocation, le métier n'attire plus et la profession grogne. Nouvelle journée nationale d'action en octobre. Avec nous ce soir Claude Évin, le ministre de la Santé. Un camping est fermé en Charente-Maritime. La maladie du légionnaire y a fait une victime. Pour ne pas laisser assassiner l'Antarctique et le protéger du saccage minier, le commandant Cousteau part pour de nouvelles campagnes. Il est ce soir l'invité d'Antenne 2. Madame, Monsieur, bonsoir. 2 fois. Cela fait 2 fois que Solidarité écrit l'histoire du bloc de l'Est. Il y a 8 ans, naissait au chantier naval de Gdansk le premier syndicat indépendant. 90 mois après, Tadeusz Mazowiecki, l'un des leaders de Solidarité, est investi à une large majorité Premier ministre polonais. À la Diète, la plupart des communistes ont même voté pour lui. L'image symbole du jour, la voici. Elle résume 8 ans d'histoire polonaise. Le général Jaruzelski, l'actuel président polonais, celui qui, le 13 décembre 1980, écrasait les espoirs de Solidarité sous l'état de guerre et qui, aujourd'hui, serre la main de celui qu'il avait à l'époque fait emprisonner pendant plus d'1 an. Pour le compte-rendu de cette journée historique, nous retrouvons à Varsovie nos envoyés spéciaux Jacques Merlino et Dominique Merlin. Il est midi, le dernier chef de gouvernement communiste entre dans l'hémicycle du Parlement polonais. Souriant, il vient remettre officiellement sa démission. En face de lui, seul, Tadeusz Mazowiecki attend son investiture. Ouverture de la séance, le président donne aussitôt la parole au candidat de Solidarité. Un discours bref, articulé sur 2 points. Redresser l'économie en restaurant la confiance et en introduisant les mécanismes du marché. Ensuite, rétablir un état de droit et le respect de la loi. Enfin, un message pour Moscou. Nous comprenons l'importance du pacte de Varsovie et nous le respecterons. Applaudissements sur tous les bancs, y compris communistes. Au nom de Solidarité, Bronislaw Geremek souligne l'aspect historique de ce vote. Pour la première fois depuis 45 ans, dit-il, le monopole du Parti communiste est cassé. Le porte-parole du Parti communiste ne relève pas ce jugement. Il fait l'éloge de Tadeusz Mazowiecki et déclare lui aussi que le moment est historique, tout en précisant qu'il laissera la liberté de vote aux élus de son parti. À main levée, les députés se prononcent. 378 voix pour, 4 contre et 41 abstentions. Au moins 150 députés communistes ont donc voté pour le candidat de Solidarité. Tadeusz Mazowiecki a 62 ans, il est diplômé en droit et est entré en politique en 1956 en formant le club des intellectuels catholiques. Député de 1961 à 1971, il manifeste son opposition au régime dès 1968 et s'engage aux côtés des ouvriers de Gdansk pendant les grèves de 1980, ce qui lui vaudra de faire 1 an de prison pendant l'état de siège. Pour que la situation s'améliore en Pologne, je pense que toutes les forces politiques doivent réaliser qu'un effort commun est nécessaire. Ainsi que je viens de le dire au Parlement, nous devons travailler ensemble et ne pas nous affronter. Vous voulez restaurer un état de droit, le respect de la loi. Est-ce que c'est possible sans le contrôle de la police? Qui a dit sans contrôle de la police? La police doit être loyale vis-à-vis de ce gouvernement. Brève déclaration, mais qui signifie déjà que Tadeusz Mazowiecki entend garder les mains libres et qu'il considère que le ministère de l'Intérieur n'est pas une chasse gardée des communistes, un point auquel les Polonais accordent une très grande importance. Moscou prend acte de cette investiture et l'URSS, selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, considère M. Mazowiecki comme son partenaire. M. Bush, pour sa part, félicite le nouveau promu et promet le soutien ferme et continu des États-Unis à la Pologne. Dans la foulée, une première interview du Premier ministre polonais aux Izvestia, c'est le journal du gouvernement soviétique. Il y dit « La Pologne restera fidèle à son devoir d'allié qui découle de l'appartenance au pacte de Varsovie ». Et au journaliste qui lui demande « Êtes-vous socialiste ?» M. Mazowiecki répond « Je suis chrétien ».
Après la mort d'un vacancier victime de la maladie du légionnaire, le camping des Deux Plages à Chantelet-Lyon en Charente-Maritime a été fermé préventivement. Ce vacancier, un Hollandais, y avait séjourné. À l'origine de son infection pulmonaire, il pourrait y avoir l'eau contaminée d'un puits utilisé dans les sanitaires du camping. Rémi Roche et Vincent Maillard. Mauvaise surprise pour les 600 résidents du camping des Deux Plages à Châtelaillon. En rentrant du bain hier soir, ils ont trouvé placardé à l'entrée un arrêté municipal les enjoignant de décamper au plus tôt. Motif, des forages d'eau ont été pratiqués sans autorisation et peuvent porter atteinte à l'hygiène et à la salubrité publique. Aucune allusion au décès en Hollande le 6 août dernier d'un vacancier néerlandais ayant séjourné au camping fin juillet. On est rentré hier soir, je crois qu'on trouve une feuille sur la table. Il faut expulser avec une feuille qui n'était pas ni tamponnée ni signée. Là. Enfin, nous on a pris ça pour un prospectus, quoi. La décision a été immédiate, on ne peut pas se permettre ça, et puis il y a infraction, on ne peut pas tolérer une infraction dans un camping qui reçoit le public. D'où la décision que j'ai prise hier. L'année dernière, un touriste britannique qui avait lui aussi transité par le camping était décédé chez lui de légionellose, une maladie qui doit être obligatoirement déclarée à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui par recoupement a suspecté le camping. Car pour l'instant, il ne s'agit que d'une suspicion. Des prélèvements ont été pratiqués hier et transmis à un laboratoire spécialisé de Lyon qui ne communiquera ses conclusions que dans 10 jours. Ce n'est qu'au bout de ces 10 jours que nous pourrons faire le constat. Et à ce moment-là, il nous faudra effectivement remonter la filière pour que les campeurs qui auront séjourné dans cette période-là puissent être mis sous traitement antibiotique qui est connu, mais une fois la bactérie identifiée. Pas de panique à Châtelaillon. Certes, tout le monde devait avoir quitté le camping des Deux Plages ce soir à 20 h, mais le maire explique que cette fermeture précipitée se justifie autant par précaution sanitaire que par sanction à l'égard d'un gérant en infraction. La maladie du légionnaire est une pneumopathie, elle est rare en France. Descriptif, Marie-Françoise Griot. Nom, Legionella pneumophila. Âge, indéterminé, mais on la connaît depuis 1976, où elle s'est rendue célèbre en décimant un grand nombre d'anciens combattants réunis en congrès à Philadelphie. Domicile, on la retrouve dans les réservoirs d'eau douce, les circuits de distribution d'eau potable et les systèmes de climatisation. Cette bactérie se transmet à l'homme, non pas par l'eau, qui ne joue le rôle que de réservoir, mais par aérosol, par voie aérienne. Autrement dit, il faut que la bactérie, si vous voulez, se multiplie dans des endroits privilégiés, tours de réfrigération, pommeaux de douche. Et dans l'histoire qui vous intéresse, semble-t-il, de ce camping, je pense que c'est l'eau amenée de ce puits non contrôlé qui a dû s'accumuler dans des conduites, robinets, surtout installations sanitaires, et c'est comme ça que cette légionellose s'est déclenchée. Bon, on n'attrape pas cette maladie en buvant de l'eau. C'est bien qu'en médecine, on ne peut jamais dire jamais, mais disons que c'est exceptionnel et discuté. C'est en respirant les bactéries qu'on attrape la maladie. Dans 10% des cas, la légionellose peut devenir mortelle, surtout chez les personnes âgées et les sujets fragiles. Mais la plupart du temps, elle se manifeste comme une banale affection pulmonaire et se soigne très bien aux antibiotiques. Après les gendarmes, les infirmières, le comité de liaison des différentes coordinations des personnels de santé a lancé une nouvelle journée nationale d'action pour le 21 octobre prochain. Pour ce comité, l'accord qui a mis fin au conflit de l'automne dernier a été un marché de dupes, je cite. Tous les dossiers doivent être réouverts, voilà pour le mécontentement. Il y a aussi la crise de vocation. En 1988, il y avait 1200 candidats pour devenir infirmiers à l'assistance publique. Cette année, ils sont moitié moins. Daniel Duigout. Regardez ce nouveau bâtiment de l'hôpital Saint-Louis à Paris. Terminé depuis 2 mois, il est doté des installations les plus modernes que beaucoup d'hôpitaux aimeraient avoir. Mais faute d'infirmières, il ne peut ouvrir ses portes comme prévu. Plus inquiétant, les écoles d'infirmières ne recrutent plus ou presque. Cette année, il y aura moitié moins d'élèves dans les écoles de l'assistance publique de Paris. Contre-coup sans doute de la grève de l'automne dernier, mais la crise couve en fait depuis plusieurs années, en cause les salaires, la formation, mais surtout les conditions de travail. Dans toute profession, il y a des contraintes, mais de jeunes élèves qui savent que bon, il faudra qu'elles travaillent un week-end sur 2, très souvent, elles auront à travailler les jours de fête, elles n'auront pas non plus l'assurance d'avoir des vacances à des périodes qui leur conviendraient peut-être, hein. Donc c'est tout un tas de contraintes qui sont importantes. Elles vont devoir travailler la nuit, et travailler la nuit, c'est aussi vivre à contresens un petit peu de la majorité des personnes. Cet été,
Faute d'infirmières, certains hôpitaux semblent-ils confier les soins à des personnes non qualifiées, en cause la qualité des soins. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu un glissement des attributions, c'est-à-dire que puisque on ne trouve plus suffisamment d'infirmiers, eh bien, les aides-soignantes sont amenées à faire de plus en plus d'actes pour lesquels elles ne sont pas juridiquement protégées. Je n'accuse personne, hein, mais c'est très facile de mettre une blouse blanche sur le dos de quelqu'un et de lui donner vaguement un titre de soignant. Pour faire face à la crise, l'assistance publique de Paris lance une grande campagne de recrutement. Actuellement, une infirmière diplômée sur 2 en âge de travailler a abandonné son métier. Oui, je vous accélère le débit là. Avec nous, M. Evin, ministre de la Santé. M. Evin, vous avez entendu les éléments du dossier. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous êtes prêt à rouvrir ce dossier? Pourquoi donner? Et comment allez-vous susciter des vocations? Alors tout d'abord, le dossier de l'hôpital, depuis maintenant plus d'1 an, il n'a jamais été fermé. Nous avons traité des problèmes de revalorisation de statut et donc de rémunération pour la moitié à peu près des personnels hospitaliers, dont les infirmières, mais pas uniquement les infirmières, ce qu'on appelle les paramédicaux. Il reste aujourd'hui la moitié des personnels hospitaliers qui n'ont pas vu de revalorisation. Les personnels administratifs, les personnels techniques, ouvriers, les aides-soignantes aussi, qui font partie de l'hôpital. Et mon intention, c'est d'abord, dans les semaines et les mois qui viennent, d'apporter des réponses à ces personnels. Le problème de la crise des vocations en ce qui concerne les infirmières, oui, et sans doute encore plus, d'ailleurs votre reportage est à l'assistance publique de Paris, c'est vrai, particulièrement l'assistance publique de Paris. Et il y a à cela plusieurs raisons. Il y a notamment une des raisons importantes et qui me préoccupe, qui est le problème des conditions de vie. Quand on sait qu'une femme doit partir, puisque c'est essentiellement un personnel féminin, doit, parce qu'elle est obligée d'habiter en banlieue et souvent assez loin, quitter son domicile à 5h30, 6h du matin, qu'elle est donc obligée de se lever à 4h30, 5h du matin, et je décris là des situations qu'elles connaissent et qu'elles connaissent mieux que moi, eh bien c'est vrai qu'après au travail, cela se ressent et que cela n'est pas supportable. Je souhaite donc, et j'ai demandé d'ailleurs au directeur de l'assistance publique de Paris, il y a déjà plusieurs semaines, il y réfléchit, il y travaille, je travaillais encore avec lui ce matin sur ce sujet, que l'assistance publique de Paris mette en place une véritable politique du logement de ses agents à l'intérieur de Paris intramuros. Voilà une des réponses très concrètes qui ne dépend pas uniquement du ministère, qui dépend aussi de l'assistance publique. Est-ce que ce soir, vous n'êtes pas un peu jaloux de M. Chevènement, qui a eu les moyens de répondre à la grogne des gendarmes? Est-ce que, quand vous entendez les infirmières ou les coordinations dire on veut de l'argent et vite, comme à l'automne dernier... Vous savez que depuis maintenant 1 an, nous aurons mis à la date d'aujourd'hui un peu plus de 4 milliards de francs dans les hôpitaux. Quand je compte les revalorisations de rémunération, pour les seules infirmières, 2,8 milliards en année pleine, mais il y a eu aussi des postes qui ont été créés, on parlait des postes tout à l'heure, sous la forme de mensualité de remplacement. Car le problème souvent dans les hôpitaux, c'est qu'on ne remplace pas les personnes, et souvent des femmes là encore, qui sont absentes par exemple pour les congés maternité. Nous avons distribué 43 000 mensualités de remplacement depuis le 1er décembre. Ça correspond à peu près à 3 500 emplois créés dans les hôpitaux. On crée, indépendamment de ce que je viens vous citer, à peu près 1 000 emplois par an dans les hôpitaux. C'est vrai que c'est sans doute pas suffisant. On vous le dit d'ailleurs, en journée nationale d'action le 21 octobre. Oui, j'ai rencontré toutes les organisations syndicales aussi au cours de ces derniers jours. Elles ne m'ont pas pour le moment du moins parlé de telle journée. Mais il faut quand même savoir que si on compare notre système hospitalier français à l'ensemble des systèmes hospitaliers au monde, c'est-à-dire la qualité du service, et aussi, il ne faut pas oublier ça, c'est-à-dire le fait qu'en France, le citoyen, quels que soient ses revenus, peut avoir accès à des soins de qualité, à des soins y compris sophistiqués, à n'importe quel type d'intervention chirurgicale. Si on compare tout ça, donc notre système de sécurité sociale et la qualité du service, on aura toujours, et dans la vie quotidienne, je sais, je connais ces témoignages, moi-même, je suis père de famille, il y a quelques semaines, ma petite fille d'1 an a été hospitalisée pendant 8 jours, y compris quelques jours en réanimation, je connais bien, et je vis moi-même, comme tout un Français, mais quand on compare ce système français à l'ensemble des systèmes au monde, notre système est quand même l'un des meilleurs, sinon le meilleur au monde. Il permet aussi, avec la sécurité sociale et les contraintes financières de la sécurité sociale, d'avoir accès à un bon système de soins. Monsieur le ministre, je vous remercie. On verra le 21 octobre comment évoluera la situation. Mais je compte bien voir le dossier bien avant le 21 octobre. Je ne fais que ça d'ailleurs. Monsieur Chevènement, le ministre de la Défense, a annoncé tout à l'heure qu'il ne saisirait pas la justice contre le gendarme mis aux arrêts à Narbonne pour avoir lancé des appels à la grève des PV sur les réseaux de communication internes de la gendarmerie. Un mot également du ministre de la Défense sur la réunion d'hier avec les gendarmes. Il estime avoir avancé plus en une journée qu'en 1 an.
Les syndicats CGT autonomes des électroniciens de la sécurité aérienne déposent un nouveau préavis de grève pour la période qui court du 30 août 19h au 5 septembre à 8h. Henri Nallet, le ministre de l'Agriculture, était aujourd'hui en Haute-Garonne pour rencontrer les agriculteurs victimes de la sécheresse et leur donner des détails sur l'aide gouvernementale. Il a d'abord été accueilli par des œufs et des tomates. Plusieurs centaines de jeunes agriculteurs n'étaient pas contents. Elisabeth Esley. C'est sous une pluie inattendue d'œufs et de tomates qu'Henri Nallet a entamé sa visite d'une des régions les plus sèches de France. 200 jeunes agriculteurs des CDJA étaient là, visiblement en colère, face aux gardes mobiles. Mais la concertation a vite repris le dessus au cours d'une table ronde impromptue avec les responsables des jeunes agriculteurs et la visite de 3 exploitations agricoles pour apprécier l'étendue des dégâts. L'occasion aussi d'annoncer la tenue prochaine d'une conférence sur l'eau. J'ai annoncé ce matin que je demanderai au Premier ministre que le gouvernement organise d'ici la fin de l'année une grande réunion de mise à plat des problèmes de l'eau, en particulier dans le sud de la France. Le ministre l'a dit et redit, les mesures annoncées hier ne sont qu'une première partie du dispositif, un message qui, semble-t-il, a été entendu. Nous avons pris acte que le robinet n'est pas fermé, que dans les mesures des 600 millions annoncés, d'autres ouvertures pourraient être faites. Ces ouvertures dépendront du bilan définitif établi en octobre à l'aide du satellite SPOT et de ses photos qui permettront de mesurer avec précision l'étendue des dégâts. La sécheresse provoque des ravages dans toute l'Europe, en Italie, en Espagne et également en Grèce. Un important incendie a par exemple éclaté ce matin à 30 km au nord-est d'Athènes. 600 pompiers et 7 bombardiers d'eau ont été mobilisés contre un sinistre qui pour l'instant n'est pas maîtrisé. Une pluie de cendres s'est d'ailleurs abattue sur le centre d'Athènes. Au cours des 10 dernières années, 500 000 hectares de forêt ont été détruits. Michel Rocard est au bout du monde, à Tahiti. C'est la dernière étape de sa tournée dans le Pacifique. Le Premier ministre a vécu 2 fois la même journée à cause du décalage horaire. Il a eu contre lui à l'arrivée 200 manifestants antinucléaires et pour lui, beaucoup de fleurs. Reportage de Rachid Arabe et Marcel Martin. Comité d'accueil plutôt froid pour l'arrivée de Michel Rocard à Tahiti. Écologistes hostiles aux essais nucléaires, indépendantistes, quelques dizaines de manifestants ont entrepris ce soir une grève de la faim pour protester contre la politique française en Polynésie. Avant de découvrir Tahiti, ses charmes et ses problèmes, le Premier ministre était hier à Fidji, hier également à Wallis et Futuna. 2 pays le même jour, c'est possible grâce au miracle du décalage horaire. Nous venons de franchir la ligne de changement de date. Michel Rocard a donc remonté le temps et vécu 2 fois la journée de jeudi. Il aurait presque pu fêter son anniversaire 2 jours de suite à Wallis et à Fidji. À Fidji, où le Premier ministre a été accueilli par une Marseillaise plutôt inhabituelle. Les militaires en jupe ont des excuses, c'est la première fois qu'un chef de gouvernement français foule le sol de ce petit pays. Un pays anglophone, très à cheval sur la coutume océanienne et notamment sur la cérémonie d'accueil du kava. Une cérémonie très longue où l'on sert un breuvage indescriptible. Une coutume que l'on retrouve au détail près à Wallis et Futuna, des îles françaises situées entre la Nouvelle-Calédonie et Tahiti. Wallis et Futuna, des confettis de l'empire colonial qui sont un royaume très républicain. Ici, 3 rois, pas moins, font respecter la tradition. Tradition respectée à la lettre, donc même les journalistes ont dû revêtir le traditionnel collier de fleurs et de coquillages, mais certains de mes confrères ont eu du mal à aller jusqu'au bout. À l'étranger encore, le Liban, où semble-t-il la diplomatie prend le pas sur la gesticulation militaire. Philippe Boisserie. La flotte française prend ses distances du Liban et l'activité diplomatique s'intensifie. Le porte-avions Foch, flanqué de 5 bâtiments, croisera désormais à 300 km des côtes libanaises. Gennady Tarasov, émissaire soviétique en visite surprise à Beyrouth, estime qu'il est grand temps de donner ses chances à la paix au Liban. Il a rencontré aujourd'hui Selim Ross, chef du gouvernement musulman, et doit s'entretenir demain avec Michel Aoun, chef du gouvernement chrétien. La communauté européenne a dépêché aujourd'hui sa mission de paix au Liban.
Une savonnette et une bombe de désodorisant pour un détournement. Saïd Djemal, le pirate de l'air qui a menacé hier le vol d'Air France Paris-Alger, donne même le mode d'emploi. Et vous envoyez un mot au commandant de bord pour éviter qu'il y aille et puis vous adoptez une attitude disant mais c'est pas mon style, je suis pas méchant. Raoul Wallenberg est mort dans une prison soviétique en 1947. Pour la première fois, Moscou reconnaît sa culpabilité dans la disparition du diplomate suédois. C'est Boris Pankin, l'ambassadeur du RSS en Suède, qui l'écrit dans le quotidien Expressen. Il présente même ses excuses aux Suédois. Raoul Wallenberg avait profité de son statut d'ambassadeur à Budapest pour sauver des dizaines de milliers de juifs hongrois des camps de concentration. Il avait disparu mystérieusement en 1945 à l'entrée des troupes soviétiques dans la ville. En sport, il y a un exploit d'Auxerre qui renverse la situation en terre croate à Zagreb et qui arrache sa qualification pour le premier tour de la Coupe de l'UEFA. Les matchs auront lieu les 13 et 25 septembre prochains. Alain Vernon est allé voir aujourd'hui à Auxerre comment l'habitant réagissait à la performance des hommes de Giroud. C'était 1-0 à l'aller et 3-1 hier soir. Auxerre, chef-lieu du département de l'Yonne, 45 000 habitants. Une architecture au milieu d'une vie très tranquille. Zagreb hier soir, 55 000 Yougoslaves derrière le Dynamo et 48 supporters seulement d'Auxerre. Martine, secrétaire dans les tribunes de Zagreb pour 2000 francs aller-retour. Déjà j'avais suivi la GIA en Coupe de France en 79 et j'avais passé 3 nuits blanches de suite. Et la longue soirée de Martine commence avec l'égalisation d'Auxerre, battue, souvenez-vous, 1-0 au match aller. Kovacs, le Hongrois, marque, Auxerre mène 1-0, mais Martine n'est pas au bout de ses émotions. Kovacs attire les défenseurs sur lui. Otto Corré peut se permettre de marquer tranquillement. Elle a l'œil, Martine. Kovacs file sans ballon à droite. Regardez, Didier Otto Corré peut donc percer la défense yougoslave et marquer. Otto Corré, l'ivoirien d'Auxerre en état de grâce, qui ajoute même un 3e but pour le club français, qui égale ainsi l'exploit de Metz. Martine était aussi dans le vestiaire. Après le match, on a été féliciter nos joueurs, qu'ils méritaient, parce que se qualifier à Zagreb, c'est pas évident. On comprend donc pourquoi Auxerre, club professionnel depuis près de 10 ans, est aujourd'hui plus qu'un chef-lieu de département. Nous avions la chance d'être les seuls à jouer. Nous avons monopolisé tous les médias pendant 2 jours sur nous, 2 fois. C'est mieux qu'une étape du Tour de France et c'est sûr que ça, c'est immense. D'ailleurs, à Auxerre, on sait depuis longtemps que 89, c'est la bonne année. Bel exploit également pour Carl Lewis et 3 de ses compatriotes qui ont battu hier en Allemagne de l'Ouest le record du monde du relais 4 x 200 mètres. Ils ont couru la distance en 1 minute 19 secondes et 38 centièmes, 2 secondes de mieux que le précédent record qui date de 1978. Voici les derniers mètres de l'exploit. Record du monde. L'invité de ce journal, c'est le commandant Cousteau. Commandant, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, oui, vous repartez en campagne, cette fois-ci pour sauver l'Antarctique. On va résumer peut-être rapidement. En 1959, 39 pays signent un traité pour protéger l'Antarctique. Ce traité est réactualisé à Wellington, en Nouvelle-Zélande, l'année dernière. Non, c'est une convention qu'on ajoute. On ajoute, oui. Bon, pour le modifier. Et dans cette convention, il est prévu qu'à terme, si la technique le permet, on pourra exploiter les trésors enfouis sous des kilomètres de glace, l'or, l'uranium et le pétrole. Et vous dites, halte là, pas question, c'est un patrimoine universel. Oui, c'est-à-dire que il est trop tôt pour décider que même un jour, on pourra exploiter l'Antarctique. Je ne vois pas la nécessité de signer une convention qui dit on autorise l'exploitation minière et qui met tout un tas d'obstacles de façon à ce qu'on ne le fasse pas. C'est hypocrite, ça donne un son désagréable et d'autre part, il n'y a aucune autorité pour faire respecter les conditions en question. Donc, nous protestons en disant il n'y a pas de contrôle possible de la façon dont l'exploitation serait assurée. Elle est très difficile, elle est dangereuse. On n'est pas en mesure aujourd'hui d'assurer cette sécurité. Et alors vous partez en guerre, vous faites signer des pétitions comme celle-ci, Sauvons l'Antarctique. Je vous propose avec Patrick Esther de voir un peu comment évolue cette campagne de pétition. Regardez les détails de cette campagne pour sauver l'Antarctique avec Patrick Esther. Aujourd'hui, comme chaque jour depuis 6 mois, un plein sac de courrier est arrivé sur le bureau de la Fondation Cousteau à Paris.
Pour l'essentiel, des lettres de pétition signées quotidiennement par 3000 personnes. Des Français convaincus de la nécessité de sauvegarder l'Antarctique contre toute nuisance humaine. Plus d'1,1 million signatures ont ainsi été comptabilisées. Un combat qui mobilise un public particulièrement large. Aucune pétition en France n'a jamais regroupé autant de monde. Il s'agit d'empêcher l'exploitation minérale du sous-sol, ce que l'on appelle ici un non-sens économique, une absurdité écologique. Nous pensons à la Fondation Cousteau, nous ne sommes pas les seuls, que cette exploitation est à l'heure actuelle impossible. Et même dans le futur, les dangers que ferait courir cette exploitation à l'Antarctique sont beaucoup trop grands. Et que nous n'avons pas le droit de courir de tels risques. 70% des réserves d'eau douce de notre planète sont stockées dans les glaces de l'Antarctique. Une ressource naturelle qui pourrait s'avérer vitale pour les générations futures. Un monde où les conditions de vie sont particulièrement sévères. Les vents peuvent y souffler à plus de 300 km/h. Un équilibre fragile. Paradoxalement, la Convention internationale signée en 88 à Wellington et destinée à protéger l'Antarctique risque fort au contraire de permettre l'exploitation des matières premières. Pourtant, cette convention pourrait encore ne pas être appliquée. Il suffirait pour cela que certains pays refusent de la ratifier. C'est le combat du commandant Cousteau aujourd'hui. Alors votre combat consiste à aller voir tous les pays, tous les chefs d'État et de gouvernement concernés par la protection de l'Antarctique et de leur dire ne signez pas ou faites autre chose pour protéger l'Antarctique. Il y a non seulement la signature, mais il y a aussi la ratification par les parlements. Et il suffirait qu'un ou deux pays bien placés refusent de ratifier pour que cette convention ne soit pas appliquée. Alors actuellement, pourquoi est-ce que nous nous battons? Nous nous battons parce que cette fragilité et cette vulnérabilité de l'Antarctique, qui est à la fois un ensemble, un système, comprenant non seulement la mer qui borde le continent lui-même, la glace qui est sur ce continent et qui est parfois à 3 km d'épaisseur, ainsi que l'atmosphère qui est au-dessus de cette glace, qui est d'ailleurs l'endroit où on a décelé les fameux trous d'ozone, c'est en Antarctique. Donc nous avons ici un ensemble, un système fragile qui conditionne en grande partie, non seulement par sa réserve d'eau douce, mais aussi par sa réserve de froid, qui modère les variations de climat du globe et qui s'oppose au moins partiellement au réchauffement de la planète qu'on a déjà constaté. Donc, si vous voulez, c'est pour l'avenir de la planète essentiel, un endroit essentiel. Il ne faut pas y toucher tant qu'on n'est pas beaucoup plus sûr de ce qu'on fera. Alors, vous partez en campagne, vos pétitions ont déjà recueilli près d'1 350 000 signatures. Vous allez voir le président Bush prochainement pour lui expliquer. Est-ce que vous sentez un écho chez les grands de ce monde, comme on dit? Voilà. Il y a à l'heure actuelle un jeu à jouer, que je m'apprête à jouer. C'est que les grands, pas les grands de ce monde, disons pas ce mot, disons simplement les décideurs politiques de ce monde. Ces décideurs politiques, pour la première fois dans l'histoire de la planète, ont été alertés par le changement de climat, par le réchauffement de la planète, et ont pris peur pour la première fois. Parce que jusqu'à présent, ils pensaient que ce qui se passait était régional, ça ne les concernait pas. Ce qui se passait en Europe, en URSS, ça ne concernait pas l'Amérique, et réciproquement. Bon. En fait, maintenant, tout le monde est dans le bain. Et ils comprennent qu'ils sont dans le bain. Par conséquent, ils se cherchent, ils se réunissent, ils en parlent. La preuve, c'est à la réunion des 7 à Paris récemment, à l'Arche, le document final, pour la première fois, un tiers de ce document concerne l'environnement. Donc, c'est gagné de ce côté-là. Pour la première fois au monde, les décideurs politiques sont alertés. Mais ça n'est pas gagné pour ça. L'Antarctique, vous comprenez, il y a des questions sournoises dont on ne parle jamais, des questions stratégiques. Vous comprenez bien qu'il est très facile de bloquer le canal de Panama et que pour une puissance comme les États-Unis, le passage de la flotte entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique est primordial. Or, par où il passera si que Panama est fermé? Par le sud, dans le détroit de Drake, qui est entre la Terre de Feu et le continent antarctique. C'est donc vital de protéger ça. Donc, les Américains et les Russes voient d'un mauvais œil que grandisse l'influence des autres pays. Hein, ils se croient, et c'est pour ça que quelqu'un qui vient essayer de sauver l'Antarctique
pour les générations futures, c'est plus la même longueur d'onde que les militaires. Pour conclure en un mot, mon commandant, est-ce que vous êtes optimiste? Non, pas forcément, mais en tout cas, j'utilise tous les moyens, et en particulier ceux d'Antenne 2, et ce que je suis fier d'annoncer, c'est que Michel Drucker a compris parfaitement cette histoire et qu'on va faire aux Champs-Élysées du 30 septembre, on va en faire notre cheval de bataille. Parfait, donc on a rendez-vous avec vous le 30 septembre oui. Et on verra, on fera un peu le bilan de cette tournée, de cette campagne que vous entreprenez, exactement. Et notamment aux États-Unis. Imaginez maintenant, dernier exploit, ça se passe dans l'espace, imaginez après un voyage de plus de 12 ans et après 7 milliards de kilomètres parcourus, la sonde américaine Voyager 2 va frôler à 5000 km de distance la nuit prochaine Neptune. La sonde est en retard d'une seule seconde sur le plan de vol prévu il y a 12 ans et n'est qu'à une trentaine de kilomètres de sa trajectoire initiale. Les signaux électroniques de la caméra de Voyager 2 mettront 4 heures et 6 minutes pour atteindre la Terre. Demain, dans notre journal de 13h avec William Lémergie et Patrick Esther, nous consacrerons une page spéciale bien sûr à cet événement. Il y avait un tiercé carté à Vincennes. Voici les résultats. D'abord le tiercé, 15, 16, 11, 7002 francs dans l'ordre pour 5 francs, 938 francs 50, toujours pour 5 francs dans un ordre différent. Le quarté, 15, 16, 11, 8. Dans un instant, la météo avec Laurent Cabrol, le dernier journal avec Henri Sagnier. À demain, 20h. Excellente soirée à tous sur Antenne 2.